Bonjour à tous. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je suis fan de People et ça depuis très longtemps. Vous savez aussi que c'est pas du tout le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ce compte, mais là, il faut que je lâche mon ressenti quelque part parce que j'ai personne avec qui en parler. Je me dis que dans ma communauté, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés par cette histoire. Je m'explique. J'ai lu le livre de Kim Porter, donc Kim Porter qui est décédée, qui est l'ex-compagne de P. Diddy. J'ai réussi à mettre la main dessus, j'ai réussi à lire. J'ai énormément de choses, voilà, à vous dire. J'ai aussi contre-enquêté parce que j'ai lu ce livre en anglais, mais m'efforcer d'être le plus proche possible de la traduction en français quand je dois citer des passages. Il faut savoir aussi que j'ai regardé énormément, quand je dis j'ai contre-enquêté, j'ai regardé des vidéos de Jaguar Wright. J'ai mes notes ici, je regarde en même temps parce que j'ai fait plusieurs parties. Les sources n'ont pas été vérifiées, les propos qui sont dans ce livre, donc forcément, quand je dis que j'ai contre-enquêté, j'ai contre-enquêté avec mes petits moyens, en tout cas ceux à ma disposition. Je sais, l'autre disclaimer, c'est je sais qu'il existe des choses bien plus graves dans le monde. Je suis au courant du climat géopolitique dans lequel nous vivons, mais j'ai toujours pris parti de ne pas parler politique sur cette chaîne, donc je vais continuer à le faire. En revanche, tout ce qui est people, vous le savez, ça m'intrigue, ça me passionne, et je veux en parler ici, comme je vous le disais, j'ai personne avec qui en parler autour de moi. L'autre chose, c'est que l'éditeur de ce livre est sorti de son anonymat et de son silence, à savoir qu'il a publié le livre sous le nom de Jamal T. Millwood, et si je comprends bien, un des surnoms de Tupac était Jamal. Donc, c'est une toile d'araignée, cette histoire. Et enfin, avant de commencer, je tiens vraiment à vous dire que je suis choquée, outrée. J'ai eu des hauts le cœur, j'ai eu des larmes, je vous mets au défi de ne pas ressentir d'émotion si vous êtes un être humain, tout simplement, en écoutant tout ce qui a pu se passer, si ceci est avéré. Encore une fois, le livre n'est pas vérifié ni par Amazon, ni par qui que ce soit. Voilà, donc sans plus tarder, on va entrer dans la première partie qui pour moi est la plus importante, donc la naissance et la vie de Kim Porter. Donc Kim Porter, elle s'appelle Kim Antoinette Porter. Elle est née et elle a grandi en Géorgie, et juste après le lycée, elle a décroché des contrats de modèle pour certaines marques. Sauf que Kim avait de l'ambition, elle s'est dit qu'en restant en Géorgie, elle aurait pas les mêmes opportunités, donc elle a déménagé en Californie. C'est pas précisé où, mais j'imagine que c'était dans la périphérie de Los Angeles, ou en tout cas, voilà, par là, puisqu'après, elle a aussi tourné dans des séries télévision et dans des clips vidéo. Sa vie privée normale, on va la faire très courte. À 19 ans, elle rencontre son futur mari, qui s'appelle Al Beecher, donc on va l'appeler Al. Au milieu de la musique également. Ils sont amoureux, elle se marie, elle a 19 ans. Dans la foulée, elle a un enfant qu'elle appelle Quincy. Ils divorcent, mais ils restent de très très bons amis. Pendant qu'elle travaillait dans le milieu de la musique, elle travaillait comme secrétaire ou réceptionniste pour Uptown Record, fondé par André Harrell, ou P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, peu importe comment on veut l'appeler, ordure, c'est possible aussi, a fini par faire un stage dans les années 90. Comment est-ce qu'elle rencontre Sean Combs? Et évidemment, il commence seulement à être célèbre, mais pas un truc de fou. Il lui fait du rentre-dedans, pas du tout subtil, limite lourd, tu vois, bien gras, bien lourd. Donc elle le renvoie chez lui. Bonne idée, mais finalement, lors d'un dîner, donc il se rencontre à plusieurs événements, et puis lors d'un dîner, il lui dit I think I'm falling in love with you, ou I think I'm in love with you. Bon, bref, ça finit de la faire craquer, elle se dit ah bah mince, en fait, c'est bon, il est amoureux. Je lui ai donné sa chance. J'attaque la partie que je vais peut-être biper, donc la partie SEX. Puff Daddy est vraiment insistant pour qu'elle lui refasse une chose qu'elle lui a déjà faite auparavant, et en fait, on apprend que c'est lui mettre un dildo par derrière. Elle refuse, mais elle lui dit que il a un ami Clive qui voudrait probablement lui faire. Donc on sait pas trop qui Clive est, mais là ça dérape. P. Diddy la frappe et la met au sol. Et genre, il a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Il est au sol à côté d'elle, il se confond en excuses. Enfin, genre l'amoureux éperdu qui réagit sous le coup de la violence. Encore une fois, elle est jeune. Sauf qu'elle est jeune, mais qu'elle se barre. Elle lui fait ah non mon gars là c'est fini par contre. Et le mec il a beau lui envoyer des fleurs et des fleurs et des fleurs toutes les semaines, elle continue à l'envoyer bouler. Et là, je dis, good job, girl. Peut-être que t'aurais dû t'en tenir là. Elle va à un événement, et comme par hasard, il est là, et elle lui dit, vas-y, laisse-moi tranquille, on n'a rien à faire ensemble. Et là, elle lui dit, mais non, mais rien ne pourra jamais nous séparer, je t'aime, j'aime ton fils. Et j'avoue qu'elle réalise qu'il traite vraiment bien son fils. Et quand on est maman, c'est quand même important. Il arrive à l'avoir avec cette phrase, j'aime ton fils, et elle lui dit, bon bah, ok, prenons un café. Ils prennent le café, tout se passe bien, et ils décident de poursuivre par un dîner. Il appelle un une babysitter pour garder Quincy à ce moment-là, donc le fils de son ex-mari, qu'on soit bien d'accord. Donc elle trouve que c'est génial, il prend les choses en main, c'est parfait. Elle monte dans la voiture avec le chauffeur, qui va s'appeler Jean, elle sait qu'il s'appelle Jean en français. Elle le dit dans le livre, elle va le revoir de nombreuses fois. Mais ce qui la choque, c'est qu'il est armé. Tout à coup, P. Diddy se lance dans le vaudou. Il jette des sorts à des gens. Voilà. Il est vraiment dans les sciences occultes. Très bizarre, quoi. Elle trouve ça très bizarre, elle est très terre à terre, donc elle trouve ça très bizarre. Première célébrité qui entre dans le game, c'est Mary J. Blige. Kim découvre que P. Diddy couche avec Mary J. Blige. Elle est jalouse, elle fait une crise, elle s'énerve, elle dit c'est bon, foutez-moi la paix. Sauf que là, P. Diddy, qu'est-ce qu'il trouve à lui dire? C'est
hey, et si on faisait un threesome? Elle se dit, bah, je suis pas trop dans les filles, mais en même temps, j'ai rien contre le fait d'explorer ma sexualité, donc pourquoi pas? En plus, Mary J. Blige est une femme très très jolie, donc pourquoi pas? Donc, ils font un threesome. Ça sera pas le dernier. Après, pendant des années, il invite de nombreuses femmes à partager le lit conjugal. C'est vraiment quelque chose de très connu, passe-partout. Et surtout, on découvre que c'est un couple très open. Même s'ils sont open, à un moment donné, elle rentre chez elle, elle arrive dans la cuisine, et là, elle voit son ex-mari, Al, et P. Diddy, qui sont ensemble dans la cuisine en train de discuter. Et là, ils sont en train de faire des petites jokes, tu vois, entre mecs. Ah, mais en fait, on a tous couché ensemble, mais jamais ensemble. Je m'explique, on a tous couché ensemble par deux. Je vous laisse imaginer les schémas, mais on n'a jamais couché ensemble tous les trois. Let's do a threesome! Encore un. Elle trouve ça super chelou, elle est pas pour, mais finalement elle y va quand même. Elle se dit j'aime les deux, why not? Encore une fois, elle est jeune, elle explore sa sexualité, si tu le fais pas quand t'es jeune, tu le fais quand? Donc, elle va faire ce threesome, mais elle se rend vite compte que ça devient un twosome, donc qu'elle est carrément exclue du truc et que le rapport devient entre les deux hommes, uniquement les deux hommes, donc son ex-mari et son copain actuel. Elle sort, elle trouve ça super chelou, les mecs la rappellent en lui disant mais non t'inquiète, c'est normal, etc. Sauf que en fait pendant des semaines, quand elle va les voir l'un et l'autre séparément, elle va plus du tout les regarder de la même manière, elle aura plus du tout la même considération ni le même respect. Et à cette occasion, donc au moment du threesome entre son ex-mari et P. Diddy, elle découvre que P. Diddy a une chambre forte qu'il appelle The Vault, où il a une copie DVD de tous les ébats qu'il a pu avoir avec des hommes. Je vais rester là sur la partie 1, je vous filme tout de suite la partie 2. La partie 2, elle va être un petit peu plus sur le monde du show business, et je m'explique, on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec Biggie, que vous connaissez aussi sous le nom de Notorious Big, donc voilà, on va l'appeler de différentes façons, mais c'est toujours la même personne, et Very Famous Tupac. Donc ça y est, P. Diddy c'est devenu un grand nom dans le milieu de la musique, il y a des mecs qui lui écrivent des chansons, des mecs qui lui écrivent les paroles, il fait intervenir énormément de personnes de la musique, et il décèle, il voit quelles sont les stars montantes, et il décide de les propulser sur le devant de la scène. Donc a priori, c'est un business angel ce mec. C'est vraiment tout sauf un angel. Le mec c'est le devil en personne. Point de vue intime, pendant ce temps-là, P. Diddy couche à peu près avec tous les mecs du milieu, hein. Grosse préférence et une grosse attirance pour les hommes. On va parler des parties et des orgies. Dans les années 90, Sean Combs, alias P. Diddy, pareil, on va l'appeler de deux façons pendant toutes ces vidéos, il commence à organiser des parties, qui sont aussi connues donc sous le nom d'orgies, mais ça se sait pas encore à ce moment-là. Sauf qu'en 99, il fait une interview pour une émission télé. Il dit que bientôt, on va l'empêcher d'organiser ces parties parce que c'est trop bon pour les gens, il y a des choses crazy, complètement dingues qui s'y passent, enfin voilà. Sauf qu'on n'a même pas idée à ce moment-là de ce qui peut s'y passer réellement. Dans son interview, hein, c'est lui mot pour mot, il explique qu'il organise ces parties pour casser les barrières sociales et casser les barrières entre les générations. Comme je vous dis, j'ai contre-investigué de mon côté. J'ai vu des photos de son 50e anniversaire. Les classes sociales, c'est exactement la même. Ce sont que des gens riches de Hollywood. Je cite les gens qui sont à son 50e anniversaire, mais pas forcément ceux qui sont dans le scandale. Donc moi, j'ai vu Beyoncé, j'ai vu Jay-Z, j'ai vu les Kardashians, j'ai vu Corey Gamble, j'ai vu Smith et Jada Pinkett Smith, pardon. Énormément de monde du showbiz. C'est que des gens du même milieu. En revanche, maintenant que je sais qu'il voulait casser les frontières entre les générations et que j'ai lu la fin du livre, juste le fait de vous le raconter là, j'ai des hauts le cœur, je vais devoir boire un petit peu d'eau pour me calmer. On arrive à la partie rencontre avec Tupac. Alors, Kim rencontre Tupac quand elle est en relation complètement libre avec P. Diddy. Ils ont couché ensemble de nombreuses fois, mais en plus du SEX, je pense qu'il y avait des sentiments inclus dans cette relation. Donc, très bien pour eux, quand on sait comment ça a fini. Lors d'un event, Kim et Tupac sont ensemble en train de discuter. P. Diddy arrive. Là, comme il sait qu'ils couchent ensemble, il nous fait une crise de jalousie. Et il commence à dire à Tupac, vas-y, qui est la plus grosse, mais pas en mode cours de récré, en mode empereur romain, en fonction de celui qui est la plus grosse, c'est celui qui a le droit de rester vivre, tu vois. Là, P. Diddy sort un truc abominable. Viens, sors là, montre-la moi, on va dans la chambre à côté, et on se met tous les deux, et on va voir qui l'a fait venir le plus rapidement possible. Kim est outrée, et elle se dit, non mais c'est complètement irrespectueux, et genre elle se barre de la soirée en disant, mais je veux plus jamais rien avoir à faire avec ce connard. Tupac, lui, de son côté, il lui sort, je t'explique, moi je suis pas de ce bord-là. Et là, ça va vexer un petit peu P. Diddy, et c'est le début des ennuis. Pendant des mois, les trois vont un peu s'éviter. La tension est palpable, et Kim écrit dans son livre, franchement, j'ai l'impression qu'il y a des coups de poing qui vont fuser de toutes parts à chaque fois qu'on est tous les trois, ou à chaque fois qu'ils se croisent. En gros, elle est pas tranquille. Je garde mes yeux sur mes notes parce que c'est hyper important. Dans le livre, Kim écrit qu'un matin, elle arrive dans le studio d'enregistrement, et en fait, elle entend quelque chose qu'elle ne devrait pas entendre, selon elle. J'avoue que même selon moi, je suis d'accord avec elle. Elle entend P. Diddy qui parle avec une personne qu'elle va nommer Jimmy le sbire ou Jimmy l'homme de main, Jimmy the henchman, je crois. Elle l'entend dire Pac ne va pas quitter ce putain de studio vivant. Pour sa propre sécurité, elle rentre dans le studio, elle fait comme si elle avait pas entendu, comme si de rien n'était, elle leur dit je vais commander le petit déjeuner, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, machin. Elle se dit il faut pas qu'on sache que j'étais là. Et Jimmy quitte le studio à ce moment-là, genre comme si de rien n'était, en disant ok, on fait comme ça.
Let's make that happen. Je pense qu'on a tous compris ce qui allait se passer. La fameuse nuit est arrivée. Alors c'est pas la nuit où il est décédé, mais il était shooté. Il baignait dans son propre sang. Il était dans l'ascenseur et pas de bol, l'ascenseur s'est arrêté à l'étage où l'attendaient P. Diddy et un autre homme. Alors ils ont rien fait. Et c'est peut-être ça finalement le pire, c'est que ils ont pas essayé de le sauver. Ils ont pas appelé l'ambulance. Ils ont pas appelé le 911. Rien du tout. Ils l'ont laissé baigner dans son sang. Et là, Tupac a compris en fait. Il a compris qu'il avait un tueur à gages qu'il suivait et qui de toute manière allait finir par bien faire le travail. Cette même nuit, Kim entend parler du fait que Tupac a été shooté. Elle comprend qu'il faut qu'elle rompe immédiatement avec P. Diddy. Elle va au restaurant comme c'était prévu. P. Diddy arrive au restaurant pour la rejoindre et il est au téléphone. Et il est en train de dire, il faut qu'on sorte le titre Who Shot You pour capitaliser sur la tentative ratée. C'est l'argent, toujours l'argent. Et le pire dans cette histoire, c'est que on le sait, P. Diddy, il a certains titres, mais il en écrit pour d'autres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il essaie de faire sortir et de propulser des gens sur le devant de la scène. Et il a donné ce titre à Biggie pour que ce soit, donc Notorious Big, pour que ce soit lui qui prenne le blâme, tu vois, puisque c'est lui qui sort la chanson, qu'a priori, on se dise, il y a un petit doute quand même, qui a shooté sur Tupac. Il est horrible, il est manipulateur, il est vicieux, enfin c'est une ordure. Non seulement il ordonne un assassinat raté, pour le moment, mais en plus, il pense qu'au fric. On revient à Kim. Là, elle se dit, ouh, ça a pas l'air d'être le bon soir pour rompre. On sait jamais ce qui pourrait m'arriver. P. Diddy s'approche de sa main, lui tient la main et lui serre très très fort à la main et elle commence à faire, ça fait mal là, ça fait mal. P. Diddy, c'est le diable en personne, mais il est loin d'être bête. Il lui serre la main et il lui répond « Joli, cool, car te voir entrer ce matin pendant que je parlais de tuer ceux que tu ne m'en parles pas, ça m'a un peu inquiété. Le fait que tu ne dises rien prouve que t'es loyal, on est d'accord. J'imagine, enfin, moi j'ai une tête, tu vois, j'ai pas la tête de P. Diddy, mais j'imagine que c'est un peu plus impressionnant quand ça vient de ce mec. Je vous remets des captures d'écran de temps en temps pour que vous n'oubliez pas sa tête de cinglé. Évidemment, elle sait qu'à ce moment-là, elle a pas d'autre choix que de lui répondre ce qu'il a exactement envie d'entendre. Elle répond juste « Yes. Oui, je suis loyal. » Et là, il prend son verre de vin et il lui sort « Mais quel débile. Donc jamais que c'est moi qui est la plus grosse. » Et là, elle sent en fait qu'elle est piégée, mais genre piégée. On se retrouve dans la partie 3. On retourne à la vie de Kim et P. Diddy qui se passe normalement, j'allais dire. Bon, normalement pour eux en tout cas, à savoir qu'il y a des crises, il y a des coups qui sont donnés, mais qui laissent jamais de traces sur Kim et en revanche, il ne touche jamais aux enfants. Donc il ne touche jamais à Quincy et ça c'est déjà bien. J'ai plusieurs parenthèses à faire dans cette partie 3 qui n'ont pas forcément de rapport avec le livre, mais plutôt à mes investigations personnelles et à mes recherches personnelles que j'ai. Donc la parenthèse 1, c'est que j'ai lu dans un article que P. Diddy poussait souvent son entourage à faire des crises. Donc voilà, il les poussait dans leur retranchement pour pouvoir enregistrer leur colère. Non mais quelle manipulation! Enregistrer leur colère et s'en servir pour les faire chanter plus tard. Franchement, je suis à peu près sûre que c'est comme ça qu'il a des choses sur Kris Jenner et de nombreuses personnes de l'industrie, par exemple. Mais j'en sais rien. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est juste ma supposition. Par contre, j'ai vraiment lu qu'il était capable d'enregistrer les crises des autres pour s'en servir pour faire chanter. D'ailleurs, si vous saviez à quel point j'attends de savoir ce qui va se passer pour Jay-Z et Beyoncé, parce que il est très connu que la maîtresse de Jay-Z, qui s'appelait Katie, donc on sait tous qu'elle est décédée, cette maîtresse, enfin, en tout cas si vous le saviez pas maintenant, vous le savez, et je pense que le décès de la maîtresse de Jay-Z a un lien avec Beyoncé, et en tout cas qu'elle s'est servie soit des contacts, soit de l'argent, soit des deux, de P. Diddy. Parenthèse numéro 2. En parlant des coups et de la violence, vous savez qu'il a frappé Cassie, la chanteuse Cassie, qui est Cassie Ventura, et l'hôtel dans lequel il résidait, dans lequel ça s'est passé dans le hall d'un hôtel. L'hôtel a été payé $50,000 pour effacer la vidéo de surveillance. Sauf que cette vidéo a quand même été released au monde entier. Donc c'est intéressant qu'il ait payé, mais que l'hôtel ait quand même pas trop écouté Diddy. Et Cassie était très courageuse parce qu'elle savait très certainement de quoi il était capable, mais elle l'a menacé d'écrire ses propres mémoires. Mais elle lui a proposé, alors je sais pas pour quelle raison, elle lui a proposé de racheter les droits entre-temps, peut-être pour sauver sa propre vie à un moment donné et faire de l'argent tant qu'à faire. Il a refusé. Donc, imaginons, c'était un lundi. Il a refusé. Elle a fait, OK, pas de souci. Elle va voir son avocat le lundi même. Il décide de porter plainte. Ça met la puce à l'oreille aux forces de l'ordre et au FBI. Donc, ça veut dire que vraiment, ils avaient déjà des choses. Enfin, le FBI, il se déplace pas comme ça juste parce que, bon, bah, tu t'es pris un coup, tu vois. Le lendemain, imaginons le mardi. Finalement, P. Diddy se rétracte, change d'avis et décide de payer et de régler à l'amiable ce cas pour la modique somme de $100 millions. C'est dommage pour lui parce que de toute manière, le process du coup a été lancé à cause de son refus de la première fois. Le process a été lancé pour que le FBI commence à perquisitionner un peu chez P. Diddy en sous-marin, c'est-à-dire que ses ordi étaient mis sous surveillance, sa maison était mise sous surveillance, ses allers-retours sous surveillance. Tout a été surveillé et c'est comme ça qu'ils ont réussi pendant des années à accumuler une tonne de preuves et à l'arrêter récemment. La dernière parenthèse de cette partie, c'est que il y a des dizaines de célébrités ces derniers jours et ces dernières heures qui tweetent, qui suppriment, qui font des stories sur Instagram, qui les suppriment, etc. Et je pense que tout ça, c'est pas anodin. Parmi les proches de Kim Porter, certains sont toujours vivants et donc pourraient très bien dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais on sait très bien que même si P. Diddy est en prison, c'est la mafia en fait. Il a un tel réseau à l'extérieur que si tu confirmes quoi que ce soit,
Tu sais pas si demain tu vas mourir d'une pneumonie et tu vas comprendre pourquoi je parle spécifiquement d'une pneumonie. Ou bien, comme Tupac, tu vas perdre des testicules, tu vois. C'est un pouvoir, mais c'est incroyable. La seule source proche de Kim et de P. Diddy en laquelle j'ai confiance, c'est Jagger Wright, qui publie des vidéos, mais depuis des années, elle cherche à le faire tomber. Et pendant des années, on lui a dit, mais t'es jalouse parce que t'es jamais sorti avec lui, t'es jalouse parce que t'as jamais été numéro 1, il t'a jamais propulsé sur le devant de la scène, t'es jalouse pour ci, pour ça, parce que, voilà, les gens ont toujours un avis sur tout. Enfin, bon, si j'ai un avis, la preuve sur la situation, je suis en train de le publier ici. Sauf que, en fait, elle faisait réellement partie de l'entourage très proche de P. Diddy. Je m'explique. Et elle allait à toutes les fêtes de Diddy à l'époque pour tenter de sauver certaines personnes, notamment les jeunes. Et je vais vous citer un nom qui littéralement m'a fait pleurer quand je l'ai lu dans le livre. Et d'ailleurs, je comprends pas comment, je sais pas où elle vit, cette dame. Peut-être mieux pour tout le monde qu'on ne sache pas. Mais je suis très étonnée qu'elle soit toujours vivante. Parce qu'avec tout ce qu'elle sort depuis des années, alors certes, on l'a traitée de folle, de manipulatrice, tout ce que vous voulez, mais elle est toujours vivante. Et pourtant, elle avait annoncé tout ce qui est en train de sortir depuis des mois. On se retrouve pour une autre partie. On revient au livre dans cette nouvelle partie, on oublie les parenthèses et mes petites investigations et mes recherches personnelles. Vraiment, on retourne dans le livre. Donc là, on en est à la partie où Kim se souvient que la dernière fois que P. Diddy a été violent physiquement avec elle, c'est quand il a découvert que elle couchait avec Jamie Foxx. Mais elle sait qu'il aimait aussi beaucoup Jamie Foxx. De qui est-il vraiment jaloux? En fait, j'ai l'impression qu'il ne fallait l'aimer et l'aduler que lui quand tu lis le livre. La relation était open, mais de préférence open dans son sens. Non, faux. Faux. Je retire ce que j'ai dit. Faux. Archi faux. Lors d'un dîner entre P. Diddy et Kim, une troisième personne les rejoint. Cette personne porte le nom de Sean Carter. Ça vous parle? Eh oui, on parle bien de Jay-Z, Jay-Z lui-même. Jay-Z se pointe à ce dîner. Donc Kim écrit que de temps en temps les deux Sean, donc P. Diddy et Jay-Z, partagent autant même lit. Et elle précise, heureusement qu'on ne m'a jamais demandé de les rejoindre. Pourquoi est-ce que Jay-Z il annonce ça à P. Diddy? C'est pas anodin. Jay-Z il est jaloux parce qu'il aurait aimé faire partie du label, il aurait aimé faire partie de la troupe et ne pas être laissé pour compte. Mais surtout, il en parle à P. Diddy parce que il sait que ça va l'énerver puisque normalement Biggie était sous le label de P. Diddy. Donc il se dit, voilà, ça va l'énerver et c'est sûr, il y aura des conséquences si je lui en parle. Pour P. Diddy, tout est une question de loyauté. C'est-à-dire que, on va le voir plus tard, mais seule la loyauté compte. Et c'est là que Jay-Z décide de s'associer à P. Diddy pour les conséquences. Alors, est-ce que c'est pour les conséquences de la musique, de monter un label ensemble, ou est-ce que c'est plus pour les conséquences dans les coups montés? À voir. Un soir, la copine de Tupac, de but en blanc, demande à P. Diddy si c'est lui qui a tué Tupac. Et là, il fait « Oh, quoi? Mais évidemment que non! C'est pas mot pour mot, c'est pas verbatim, c'est moi, j'imagine la réaction de P. Diddy. » Et la copine de Tupac lui répond « Tu n'es pas à l'abri dans les rues, j'espère que tu le sais. » Ça, c'est verbatim. Les filles, donc, il y a la copine de Tupac qui est avec une autre amie, il y a Kim qui est là aussi. Kim reste avec P. Diddy, je pense, mais en tout cas, les deux filles vont dans la salle de bain, se rafraîchir, je pense, et là, P. Diddy, genre, il fait un truc, mais immonde! Il y avait un pichet de quelque chose, donc de ginger ale, mais un pichet d'une boisson sans alcool, qu'elles étaient en train de boire. Il pisse dedans! Il la remet sur la table, et après il fait la conversation en attendant que les filles se resservent. Sauf que là, le conducteur, vous savez, le Jean de tout à l'heure, le chauffeur armé jusqu'aux dents, il est intervenu en prenant beaucoup de risques, je trouve, parce qu'il aurait pu se mettre P. Diddy à dos. Il est intervenu en reposant le verre des filles. Alors je sais pas, elle explique pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, enfin, je trouve ça ouf. Mais qui pisse dans un pichet, sérieux? Enfin, même son garde du corps a été écœuré par ce malade mental. Et c'est là où Kim a réalisé que c'était un menteur, puisqu'il était quoi, moi, non, comment, j'ai tué Tupac, j'ai rien à voir dans cette histoire, doublé d'un sociopathe. Dans le name dropping dans le livre, on nous parle de Will Smith et Jada Pinkett Smith qui sont dans les orgies, dans les parties, etc. Un matin, Kim assiste à une nouvelle conversation sur la loyauté. P. Diddy est avec un homme qu'elle ne nomme pas dans le livre. P. Diddy explique qu'il ne protégera plus personne, qui ne sera plus 150% loyal envers lui. Donc, le mec, dont on connaît pas le prénom, lui demande si ça s'applique à Biggie. Biggie qui pense monter un label avec Tupac, dans le dos de P. Diddy. Est-ce que Biggie est considéré comme loyal? Kim écrit qu'à ce moment-là, elle est trop jeune et trop naïve, et surtout trop bourrée, avec la gueule de bois en gros, pour comprendre que l'absence de protection, selon P. Diddy, c'est pas juste l'absence de protection, c'est un contrat avec un tueur à gages sur le dos. Même si à ce moment-là, elle comprend pas tout, elle lui dit, mais attends, Sean, P. Diddy, vous savez, il a deux noms. Attends, Sean, ce ne sont que des rumeurs, on n'est pas sûr. Ça nous a été colporté par Jay-Z, rien n'est fait encore pour le moment, il est encore avec toi. Et P. Diddy répond, et là je cite, « Je sais quand on me trahit, je ne tue personne, mais je ne protège plus cette personne. » Et là, elle se dit, « Oh, je vais jouer sur sa corde sensible, l'argent. » Attends, vu que Biggie te rapporte un max d'argent, ce serait quand même dommage de t'en débarrasser, tu te supprimes une sacrée source de revenus. Pas bête, moi aussi j'aurais fait ça. Et il lui répond, oui,
Mais s'il part, il prend tout argent que j'ai investi en le créant, genre le mec c'est Dieu quoi, tu vois. Mais si quelque chose lui arrive, l'argent qu'on pourra se faire sur le dos de sa mort surpassera tout ce qu'on a gagné jusqu'à présent. Il me rapportera plus mort que vivant. Je jure que pendant tout le livre, mais genre j'avais des frissons tellement en fait voilà, je suis pas dans la tête d'un tueur, mais par contre, j'avoue que ce passage m'étonne. J'explique pourquoi. Parce que dans une autre source, j'ai trouvé que, d'après un agent du FBI, quand P. Diddy a appris la mort de Biggie, apparemment, il était réellement choqué, d'une part. Et de deux, il paraît que la balle qui était destinée à Biggie était en fait destinée à P. Diddy pour une autre histoire. Donc, franchement, ça, j'ai pas la réponse. Et malheureusement, je l'aurais pas à part si ça sort au tribunal. On se retrouve dans une autre partie. On se retrouve pour la partie 5. Rien ne va plus entre Kim et P. Diddy. Il l'appelle et il veut juste s'assurer que Kim garde bien ses secrets avec elle, à savoir que il aimerait bien qu'on ne sache pas qu'il a une préférence pour les hommes. Et il lui explique que pour protéger sa réputation, il va faire une paparazzade avec une célébrité, une nana. Elle en a rien à secouer. Elle veut juste qu'il la lâche. C'est ce qu'il veut, elle s'en fout. Un coup monté juste pour montrer qu'il adore les femmes et qu'il veut pas se passer des femmes. Il lui fiche la paix pendant longtemps. Ça fait longtemps qu'ils sont séparés. Elle est ravie. Et un soir, il débarque chez elle et il lui demande si elle voit quelqu'un. Elle lui répond que ça ne sont pas ses affaires. Que non. Il braque une arme sur elle. Elle le supplie de ne pas la tuer parce que son fils Quincy est dans la chambre à côté. Il lui répond que mais non, il veut pas la tuer, juste il peut pas vivre sans elle, que l'arme c'est juste pour ajouter un effet dramatique à la scène. Et attention, hyper important, il lui explique que s'il veut la tuer, il le fera de manière beaucoup plus discrète. Il lui explique qu'il utiliserait quelque chose, une substance, avec laquelle on ne pourrait pas remonter jusqu'à lui. Quel connard vicieux qui du coup a ce pouvoir sur toi parce que t'es une femme, t'as un enfant, tu sais qu'il peut, il peut te buter sans qu'il soit puni. L'emprise qu'il peut avoir sur toi, cette enflure. Prends mes notes. Tu sais de combien de personnes j'ai dû m'occuper au cours des années? Ça serait discret, quelque chose dans ta nourriture, dans ta boisson, mais je te tuerai jamais avec un. Et ensuite, vas-y que je t'envoie des fleurs, j'envoie des cadeaux super chers pour Quincy toutes les semaines. Le mec est une censure, ne s'en libère jamais. Encore une fois, elle sent qu'elle est piégée. Kim a même peur de prévenir les forces de l'ordre. Elle se dit, il a tellement de pouvoir dans toutes les sphères, dans la sphère musicale, mais aussi dans la sphère politique, que on sait, avec le recul, en plus, qu'il a un policier corrompu qui travaille pour lui. Donc elle se dit, je peux même pas les porter plainte, puisque il va être au courant, il va me finir, et moi j'ai envie d'être là pour mon fils. Et d'ailleurs, on apprend sur le compte de Jaguar Wright que plusieurs célébrités, ou en tout cas que plusieurs personnes ont souhaité porter plainte et ont fait appel à un procureur spécial, ou en tout cas un special un prosecutor, donc je pense que c'est ça. Et à chaque fois, les affaires ont été réassignées à des agents que Diddy connaissait et ont été classées sans suite. Sans surprise. Un autre name drop avant de finir cette partie, c'est la mère de Biggie. Malheureusement pour Kim, elle écrit, il a réussi à se refaire une place dans mon lit. Ils vont dîner et lors d'un dîner, la mère de Biggie ou de Notorious Big arrive et elle dit à P. Diddy, je sais que c'est pas tes affaires, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est super difficile financièrement. Enfin, quand est-ce que je vais pouvoir toucher l'héritage de mon fils? Cette enflure. Il lui dit que l'héritage de son fils, s'il y en a un, c'est pas dans ses mains à lui, c'est dans les mains de ses avocats. Il y peut rien, lui. Enfin, malheureusement, il peut pas l'aider. Mais purée, mais t'es prêt à laisser une mère qui a probablement une famille, elle avait pas qu'un enfant, cette maman. T'es prêt à laisser une mère galérer, mais t'as pas de cœur, en fait. T'es le diable en personne. Et parfois, quand je regarde son mugshot de prison, là, le dernier qui est sorti, je me dis, mais il est vide, on dirait le diable. Que cette photo, c'est ça que ça m'évoque. Et je me dis, j'espère qu'il va prendre tellement cher en prison. Mais d'une, il adorerait prendre cher en prison, d'après ce qu'on lit dans ce livre. Et de deux, il est évidemment placé en cellule solitaire. Vérifier qu'il ne pas tout seul, parce qu'évidemment, on veut qu'il aille au procès. Et une chose est sûre, c'est que j'ai pas envie qu'il prenne the easy way out. Tu restes et tu affrontes les victimes, tu affrontes l'entourage des victimes. De toute manière, t'as pas de cœur, donc tu vas rien ressentir au tribunal, c'est sûr. Par contre, je pense qu'il souffre parce qu'il doit être en sevrage forcé, et alors avec aucun accompagnement thérapeutique, et tant mieux, parce que j'ai lu dans un autre article qu'à toutes les soirées qu'il faisait, il prenait tellement de substances, lui et ses invités, que le lendemain, ils avaient une équipe de docteurs qui venaient leur mettre des intraveineuses avec du liquide pour purger leur système, etc. Donc là, j'espère qu'il souffre parce que le sevrage, quand c'est mal fait, et en prison, a priori, on t'aide pas à le faire correctement, tu peux en chier. Pour finir cette partie, j'espère qu'il va pourrir en cellule. Et a priori, si l'investigation et les enquêtes continuent et se déroulent exactement comme on l'imagine, je peux t'assurer, mon petit gars, que tu vas être rejoint très rapidement en cellule. Tu vas pas être tout seul. Tes petits copains célèbres, là, ils vont tous te rejoindre. On passe à la partie 6 avec un nouveau nom qui entre dans la scène et ce nouveau nom n'est autre que celui de Jennifer Lopez qui débarque un soir chez P. Diddy et Kim Porter et qui est folle de rage. À l'époque, c'est la petite copine officielle, alors du coup, je sais pas trop comment elle entre dans le game, mais en tout cas, elle est là et elle vient et elle est super énervée et elle lui reproche
d'avoir orchestré la fusillade dans une boîte de nuit donc c'était en 99, j'ai vérifié. Mais elle est pas énervée parce que ça a tué des gens, non, elle est énervée parce que deux choses. La première, c'est qu'elle risque d'être impliquée, et la deuxième, c'est qu'elle risque de devoir apporter son témoignage au tribunal. Ben Affleck, t'as eu raison de te barrer, mon gars. J'ai fait des recherches sur cette attaque dans une boîte de nuit. Il faut savoir que 3 personnes ont été accusées de cette fusillade. J-Lo, Shine, une star montante qui a jamais monté, et P. Diddy. Donc J-Lo a très vite été acquittée, notamment, je pense que ça a un rapport, elle a dit à P. Diddy, moi de toute manière il est hors de question que je mente sous serment. Je pense qu'il s'est dit, ouais effectivement elle va pas mentir sous serment, je la connais, donc il vaut mieux que je la sorte du procès, donc je sais pas par quel moyen il a tiré les bonnes ficelles. Jennifer Lopez, hors du procès. Il y a eu des charges retenues pour cet événement, à savoir tentative d'assassinat et possession d'armes, je crois, non déclarées. Il restait Shine et P. Diddy. P. Diddy a été accusé mais n'a jamais fait de prison. Et Shine, lui, il a quand même fait quasiment 10 ans de prison. 9 ans pour être précise, mais quand même. Il a fait de la prison, mais même pas pour tentative d'assassinat. Donc c'était plus pour les armes. Mauvaise nouvelle pour Kim, elle tombe enceinte. Et quand je dis mauvaise nouvelle, je pèse mes mots. Elle tombe enceinte de P. Diddy, bien évidemment. Elle a super peur de lui annoncer, elle compte se débarrasser du bébé. Elle l'annonce quand même à P. Diddy, je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle aurait pu s'en débarrasser sans le prévenir. Elle l'annonce à P. Diddy, qui saute de joie et qui appelle Will Smith. Puis là, il dit, je peux te parler du coup, Kim. Et donc, il lui explique, je vous rappelle qu'il est dans les sciences occultes, quand même, il est dans le voodoo, etc. Il lui explique que tout le monde va vouloir Kim quelques jours avant d'accoucher. Là, elle lui dit, mais me vouloir comment? Vouloir coucher avec toi pour profiter de l'énergie du bébé. Enfin, le mec, il est illuminé. Tous mes copains vont vouloir coucher avec toi pour pouvoir profiter de l'énergie du bébé avant qu'il naisse. Donc elle s'endort en pleurant, en se disant, je vais me faire être un camp. Elle s'endort en pleurant, en imaginant ce qui va se passer le 9e mois, et elle se dit qu'elle va choisir le nom le plus biblical, le plus saint possible pour son fils, et elle va l'appeler Christian Combs. Là, dans son livre, elle saute quelques années et elle explique qu'elle retourne travailler, qu'elle fait une rencontre avec un producteur de cinéma uniquement professionnel, et que le meeting se passe tellement bien que le producteur lui envoie des fleurs chez elle, avec une carte genre it was nice, enfin c'était cool de te rencontrer, j'espère qu'on pourra le refaire. P. Diddy entre dans une rage folle. En plus de balancer table, canapé, télé, tout ce que tu veux, il prend une chaise et il la frappe avec une chaise. Il lui pète littéralement le visage, les sourcils, je sais plus quoi. Enfin, elle a le visage déformé. Elle perd connaissance, elle arrive à l'hôpital, elle ouvre les yeux et là, il est à côté d'elle. Elle lui demande de dégager, il dégage pas. Ils sont dans une pièce très privée puisque forcément, ce sont des célébrités, donc ils sont dans une pièce privée. Elle peut même pas se confier. Elle est piégée, littéralement piégée. Donc elle lui demande de dégager et elle lui dit qu'elle va porter plainte contre lui et qu'elle va aller voir un avocat dès le lendemain. Et il lui dit, mais pour lui dire quoi? Que t'as eu un accident de voiture? Mais alors je pense ton là, mais je sais pas quel ton il avait, mais pour dire quoi? Pour dire que t'as eu un accident de voiture? Bah ça c'est vrai qu'ils vont avoir de la peine pour toi, hein. Il se rend compte qu'en fait il est capable de manipuler toutes les situations qui l'entourent. Et tout à coup, elle apprend que le producteur en question, il meurt d'une pneumonie. J'en ai pas parlé tout à l'heure? Pas de bol, de toute manière elle est piégée, elle retombe enceinte, des jumelles cette fois. Et je vous la fais courte parce que ça m'écœure, elle a dû subir le même rituel que la dernière fois. À ce moment-là, elle s'est jurée que c'était fini, qu'elle allait partir, qu'elle méritait pas ça. Je m'étonne. Donc elle commence à sortir avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux hommes. À chaque fois qu'elle sort avec un nouvel homme, il meurt d'une pneumonie. Là, elle se souvient de la chambre forte, The Vault, comme elle l'appelle dans le livre. Elle se souvient qu'il y a des vidéos avec toutes les activités homosexuelles que P. Diddy a pu avoir, et elle se dit, c'est ma roue de secours, c'est ma chance, c'est comme ça que je vais m'en sortir, je vais faire des copies de toutes les vidéos, et je vais les utiliser pour faire du chantage contre P. Diddy. Elle est obligée de recoucher avec lui, mais en même temps, dès qu'il s'endort, elle va dans la chambre forte, elle prend les DVD, elle en fait des copies, et elle les met en lieu sûr, à savoir sur un cloud. C'est son plan, sa manière de le faire chanter à elle, elle va enfin avoir son pouvoir sur lui. La situation s'inverse, donc elle sait que même si c'est dangereux, elle a tout à y gagner. On se retrouve pour une prochaine partie. C'est la dernière partie de cette série, tout simplement parce que ce sont les dernières pages de son livre. En faisant les copies de ses vidéos, elle se rend compte qu'il n'y a pas seulement des relations sexuelles d'hommes entre hommes, mais qu'il y a aussi des relations sexuelles de P. Diddy avec des enfants, ou des mineurs en tout cas. Parmi ces mineurs, on retrouve des archives, des vidéos de Usher, et ça m'énerve, Bao et Justin Bieber. Vous savez, je suis une grande fan de la musique de Justin Bieber. J'avais pas envie de perdre mes heures d'investigation, mes heures de lecture, et que ça, de ne pas en laisser une trace quelque part, donc je le fais ici. J'ai envie de pleurer. Bah, déjà, j'ai pleuré quand j'ai lu Justin Bieber. Je suis pas une believer. Enfin, j'ai jamais été amoureuse de lui, etc. Par contre, je trouve que c'est un artiste extraordinaire. Il compose, il écrit pour d'autres. Je pense que c'est une bonne personne, mais je pense qu'il a été littéralement ruiné par sa relation avec P. Diddy. On l'a vu jeune,
au summum, machin. Alors certes, très arrogant, qui n'a pas été arrogant jeune, qui n'a pas pensé qu'il était capable de tout, etc. Si vous l'avez un peu suivi, vous avez vu dans quel état il a été, la dépression chronique dans laquelle il est. Pour résumer, je vous disais, moi je suis fan de l'artiste qu'il est. Là où je suis très très en colère, et ça aurait pu être n'importe qui, hein, mais Justin Bieber, il a été sous le chaperonnage, je sais pas comment, son chaperon, c'était Usher. Usher qui lui-même, quelques années avant, a été victime des attaques de P. Diddy. Donc en fait, à quel moment t'es un chaperon et tu l'envoies dans la gueule du loup et tu sais ce qui va lui arriver, bon sang. Alors évidemment, encore une fois, je me sens obligée pour cette dernière partie de rajouter encore une dernière fois et de repréciser que les sources n'ont pas été vérifiées. Amazon n'a pas vérifié le livre. Les amis de Kim, les proches de Kim ne se sont pas manifestés. Peur des représailles ou tout simplement parce que le livre est faux? J'en sais rien en fait, j'en sais rien. Je vais continuer à suivre l'investigation, à suivre l'enquête de près, à regarder toutes les nouvelles parce que j'ai envie que justice soit rendue en fait. Je crois que c'est ça. J'ai envie que justice soit rendue. Je suis outrée, choquée de tout ce que j'ai pu lire. De femme à femme, mais comment elle a pu vivre cet enfer pendant tant d'années? Je reviens à Kim. Donc, elle appelle Kimora, une de ses amies, Kimora Lee Simons, qui était d'ailleurs présente à d'autres moments dans le livre. Donc elle appelle son amie en renfort et elle appelle P. Diddy pour lui dire que cette fois, c'est fini, c'est mort, c'est dead, caput, c'est fini. Et surtout, pour lui dire tout ce qu'elle a sur lui, pour lui dire, j'ai fait des copies, t'es fini mon gars. Elle lui annonce ça, et elle lui annonce aussi que s'il arrive quoi que ce soit à Kimora ou à elle-même aujourd'hui, le monde entier sera au courant. Tout va être exposé. Vous vous doutez qu'il s'est pas ouvert un ice-tea. Ils se sont affrontés, il l'a frappé, il l'a fait tomber, mais elle a trouvé la force suffisante pour le frapper aux bons endroits. Elle l'a frappé apparemment dans le genou, kneecaps, je crois que c'est le genou, ou la rotule, c'est plutôt la rotule je crois. Mais ça l'a anéanti et il a été incapable de se relever. Elle a couru, elle est sortie, elle a appelé les flics. Après quelques temps, elle date à nouveau, et le nouveau mec meurt d'une pneumonie, comme par hasard. À ce moment-là, il y a trop de pneumonie autour d'elle pour que ce soit juste une coïncidence. Elle se dit, c'est sûr, il est derrière tout ça. Et elle décide de commencer à écrire ses mémoires. Le livre que j'ai lu ces dernières heures. Elle lui en a parlé, malheureusement. Donc sa maison se fait cambrioler à plusieurs reprises. Ils lui volent ses ordinateurs, ses téléphones, c'est tout ce que tu veux. Ils veulent aussi récupérer les DVD et les copies des orgies avec des hommes et des mineurs. Sauf que elle est pas débile. Elle a tout mis sur un drive avec un mot de passe qu'elle a donné à des proches en qui elle avait réellement confiance. Puis les jours passent, les semaines passent, elle commence à se sentir un peu bizarre. Donc elle appelle son amie Kimora, celle qui était là pour la confrontation quand elle lui a dit c'est fini, j'ai tout, je vais te faire tomber. Et là Kimora lui dit mais c'est pas possible en fait. Appelle le médecin, va aux urgences, ça ressemble pas à un rhume ou à une grippe. Il se passe autre chose. Je sais pas pourquoi Kim, au lieu d'appeler les urgences, elle appelle son médecin. Le médecin lui répond pas. C'est aussi le médecin de famille, comme par hasard. Et je sais pas pourquoi, elle appelle P. Diddy à ce moment-là, qui lui dit j'ai tes enfants. Et on sait tous que c'est la pire chose qu'on puisse faire à une maman. Alors la pire chose, oui. Alors sur l'échelle des pires choses, on peut essayer de te tuer ou on peut faire du mal à tes enfants. Bah lui, il fait les deux, hein, du coup. Là, elle lui demande, est-ce que tu m'as aimé pendant notre relation? Il lui répond, la seule chose qui compte pour moi, c'est la loyauté dans ce monde. Il sait qu'elle est pas loyale. On se rappelle où il était au restaurant, il lui serrait très fort la main et où il lui disait, t'es loyal, hein, t'es loyal, hein, t'es loyal, hein. Sorti de nulle part, il a pris une voix toute mielleuse. Donc les enfants étaient à côté, il lui a dit, Kim, est-ce que tout va bien? Entre-temps, il a dû quand même réussir à récupérer une copie du livre sur les ordinateurs. Forcément, elle devait bien écrire quelque part, et comme il fouillait toute la maison, il a dû récupérer quelque chose quelque part. Et là, avant de raccrocher, elle lui a dit, c'est pas la seule copie du livre, connard. Elle a bien fait. Donc c'est la dernière chose qu'elle lui a dit en l'occurrence. Là, elle a senti que c'était la fin pour elle, elle a appelé les urgences, et en fait, on a la fin de ce chapitre qui est écrit depuis l'ambulance qui l'emmène vers les urgences. Je pense que d'après ce qui est écrit, elle a plus la force pour finir même le chapitre qu'elle avait commencé. Et je trouve ça... En fait, voilà, j'arrive pas à sortir de cet état de colère, de frustration, d'écœurement même. Voilà, j'espère que faire ces vidéos, ça va m'aider à passer à autre chose dans ma vie, parce que depuis que j'ai lu ça et que je garde ça pour moi, parce que ça n'intéresse personne autour de moi, les ragots people, je me suis dit que j'allais tourner ces vidéos, je me suis dit que j'allais en parler, et je me suis dit que peut-être que vous étiez aussi intéressés que moi, j'en sais rien. Peut-être que je vais trouver une autre niche sur ma communauté TikTok. N'hésitez pas à commenter si vous avez des éléments complémentaires à m'apporter, si vous l'avez dit 500 fois, mais pour conclure, je vous dirais vraiment que aucune des sources n'a été vérifiée. Par contre, j'ai vraiment mené des contre-enquêtes. J'ai essayé d'approfondir mes recherches au fur et à mesure de la lecture du livre pour essayer de voir ce qui s'était passé, quand ça s'était passé, qui était incriminé, etc. Et je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre au fur et à mesure de l'investigation. Et je pense que de grands noms, de très grands noms. D'ailleurs, allez suivre le compte de Jaguar Wright, puisque visiblement, elle prédit très très correctement les choses qui vont se passer. Elle est au cœur du truc. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui n'aura probablement rien à voir avec ceci, avec cette affaire. Voilà, je vais essayer de passer à autre chose dans ma tête.